L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur nos ondes pour cette nouvelle édition de l'économie autrement. Une édition spéciale qui fait la part belle au forum Le Monde Nouveau qui s'est tenu début octobre. Et plus particulièrement à 3 intervenants phares que vous allez découvrir ou redécouvrir si vous avez eu la chance d'être à Montpellier cet automne. Nous sommes le mardi 23 novembre 2021, au micro, Sarah Digonnet. Cette émission, l'économie autrement, est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG, destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Depuis la rentrée, l'actualité se fait l'écho des initiatives, des engagements de toutes celles et ceux qui veulent participer à un monde nouveau, un monde plus durable. Le Forum Le Monde Nouveau d'envergure nationale, la COP26 d'envergure mondiale, pour ne citer que ces 2 événements. Selon sa fondatrice, Marie-France Marchand-Bellé, le monde nouveau est un outil pour les citoyens, les collectivités et les entreprises afin de s'emparer de ce moment historique, d'accompagner les changements positifs et promouvoir la transition écologique et inclusive. La 3e édition de ce forum national a eu lieu du 1er au 3 octobre 2021 à Montpellier. Au-delà de ces 3 jours, ce sont des événements locaux dans les territoires qui seront organisés tout au long de l'année par le Monde Nouveau pour passer à l'action. Parmi ces initiatives, des étudiants de Sciences Po Toulouse ont pu s'immerger au cœur de la COP26 et le partager sur les réseaux sociaux. Cette COP26, qui s'est tenue à Glasgow début novembre, a attiré tous les regards, a suscité beaucoup d'envie, d'attente, d'espoir. Mais les avancées sont timides. Certains diront décevantes. Quoi qu'il en soit, la conférence de Glasgow a mis en lumière les collectifs citoyens, acteurs de la transition d'un monde au fonctionnement ancien vers un monde nouveau. Au sommaire de cette émission, après l'édito, vous retrouverez dans le grand angle des extraits des interventions lors du forum Le Monde Nouveau de Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC et prix Nobel de la paix, et Damien Conaré, secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Enfin, dans le Zoom, Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle, témoigne des liens entre la biodiversité marine et l'équilibre global de notre planète. Mais pour commencer, l'édito. L'édito. Changer de paradigme, passer de l'ancien au nouveau, de réalités anciennes à des exigences nouvelles pour le futur. Ces ambitions fortes, pour un futur désirable et durable, sont portées à tous les niveaux de la société civile, citoyens, collectivités, associations, entreprises. Si certains restent à convaincre, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow et les réactions qu'elle a suscitées ont démontré que les dirigeants sont scrutés et attendus par les citoyens du monde. Mais face au constat alarmant du dernier rapport du GIEC, l'attente n'est plus d'actualité. Après la prise de conscience, vient le temps de l'action, comme l'affirme Marie Guillemot, présidente de KPMG France, dans l'article paru le 18 novembre dans l'Opinion. Des solutions, des innovations, des propositions existent pour confirmer le changement et inverser les tendances mortifères annoncées. Partager cet enthousiasme contribue à son expression sans sous-estimer les difficultés qu'un tel changement de modèle impose. Crainte, friction, résistance. Mais c'est l'esprit de responsabilité qu'il convient d'adopter en l'adossant à des actions robustes, y compris pour les dirigeants d'entreprise, dont l'engagement impactera le système dans son ensemble et percutera les piliers de notre société, dans le domaine économique, social et environnemental notamment. C'est l'engagement pris par Marie Guillemot pour KPMG France à travers le choix de l'entreprise à mission. S'engager avec la force de la sincérité, ne pas renoncer. Des valeurs partagées, j'en suis sûre, par les experts qui ont la parole dans cette édition. Grand angle. Tout début octobre, lors de 2 tables rondes organisées par le forum Le Monde Nouveau, des experts de renommée mondiale ont débattu de problématiques aussi fondamentales que les énergies renouvelables, l'agriculture et l'alimentation. Dans ce grand angle, nous avons choisi de vous faire écouter les propos de Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC et prix Nobel de la paix, et Damien Conaré, secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Jean Jouzel s'exprime sur les énergies renouvelables, Damien Conaré sur l'agriculture et l'alimentation. Des sujets imbriqués qui prennent toute leur importance dans cette période post-COP26. Cela nous rappelle à tous nos engagements, qu'ils soient collectifs ou individuels. Pour commencer, écoutons Jean Jouzel, qui nous donne quelques chiffres sur les engagements de réduction de gaz à effet de serre, les trajectoires intrinsèquement liées à nos modes de vie.
Si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au pré-industriel, ce qui est souhaitable, eh bien, nous devons atteindre neutralité carbone à horizon 2050. Il faudrait qu'à l'échelle planétaire, les émissions diminuent de 7% grosso modo chaque année d'ici 2030. Et c'est quand même ce qui a été observé entre 2019 et 2020 suite à la réduction d'activité liée à la crise du Covid. Eh bien, ce que nous dit finalement cette expérience en vraie grandeur de diminution des émissions, eh bien, c'est que la seule réduction de l'activité n'est pas la voie qu'il faut emprunter. Il faut absolument un changement complet de mode de fonctionnement de la société. C'est bien ça l'enseignement. Selon Jean Jouzel, le secteur de l'énergie est au cœur de l'action pour réussir la décarbonation. Jean Jouzel identifie les leviers incontournables pour y parvenir. Si on parle du territoire des énergies renouvelables, eh bien, une des clés, c'est effectivement l'énergie. Donc, la décarbonation, les chiffres sont là. Donc, bien sûr qu'il faut agir sur les émissions de méthane, de protoxyde d'azote, c'est très important. Donc, disons, cet ensemble agriculture-alimentation a un rôle important dans ces, je dirais, de l'ordre de 15% des émissions, mais on n'arrivera pas à neutralité carbone si nous n'arrivons pas à zéro carbone en termes d'énergie. Donc, le problème énergétique, la transition énergétique est au cœur de la transition écologique. Disons que sans sobriété, nous n'arrivons pas. Disons l'efficacité énergétique, c'est faire la même chose avec moins d'énergie, c'est très bien. La sobriété, c'est faire un peu attention à ce qu'on fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, oui, il faut aussi de la sobriété, il faut de la solidarité, il faut, j'y suis très attaché, de l'éducation, il faut que tout le monde regarde dans la même direction, les entreprises, chacun d'entre nous. C'est difficile, mais c'est aussi un véritable défi pour les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est un défi, je dirais, attractif, parce que c'est un défi qui fait appel à l'intelligence, à l'innovation, à la recherche. Cette innovation n'a de sens que si elle contribue à cette neutralité carbone. Écoutons maintenant Damien Conaré. Si l'énergie joue un rôle central, elle n'est pas le seul levier pour un futur durable. Damien Conaré insiste sur l'importance de l'alimentation et de son écosystème. L'alimentation est un vrai vecteur de transition, un vrai levier de transition, pour pas dire le levier. Alors évidemment, moi je vois avec les lunettes de l'alimentation, mais en l'occurrence l'alimentation concerne tout le monde. Ça c'est évidemment trivial de le dire, mais c'est important de le rappeler. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné par cette question. On mange tous par nécessité, aussi par plaisir. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, vous parlez de développement de politiques publiques autour de l'alimentation, et on y reviendra sans doute avec Marie sur des politiques alimentaires locales. L'idée que justement ces politiques, elles sont très multidimensionnelles. C'est-à-dire que traiter d'agriculture, d'alimentation, c'est traiter de nombreuses dimensions, et notamment de nombreuses dimensions de changements sur lesquels il y a des grands enjeux, que ce soit le développement économique, que ce soit l'éducation, la santé évidemment, l'aménagement du territoire, mais aussi la solidarité avec les plus démunis. Donc clairement, l'alimentation me semble être un levier assez extraordinaire pour engager la transition qui est souhaitable. Damien Conaré nous dit également que le système alimentaire mondial est une chaîne complexe dont certains aspects restent peu connus. Faut pas oublier que dans notre système alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on produit, transforme, distribue, consomme, puis les déchets qu'on recycle, et ben finalement il y a une forme de grande précarité du travail tout au long de la chaîne. Finalement, il y a effectivement les agriculteurs, mais il faut se rappeler que dans l'industrie de transformation agroalimentaire, en particulier dans certaines filières, on peut penser à l'équarrissage, on est dans des travaux de force qui sont quasiment d'un autre siècle. La distribution, on l'a vu là encore pendant le confinement, elle a fonctionné, on était tout à fait satisfait de voir que les supermarchés continuent de fonctionner. Oui, parce qu'il y a des routiers qui ont continué de travailler, et puis les hôtesses de caisse, et puis avec la montée en force de la commande internet aujourd'hui, les livreurs à bicyclette dans la rue. Ça, c'est des métiers largement invisibilisés, extrêmement précarisés. Il faut se souvenir qu'effectivement, on mange à faible coût environnemental, on l'a déjà souvent dit, mais surtout aussi à faible coût social. C'est-à-dire que le système fonctionne aussi parce que tout au long de la chaîne, il y a malgré tout des métiers qui sont soit invisibles, soit extrêmement précarisés, voire extrêmement pénibles. En dépit d'échanges mondialisés, l'accès à l'alimentation, à l'instar de l'accès à l'énergie, reste difficile, en raison de l'éloignement géographique ou encore de la précarité. Écoutons Damien Conaré. Je revenais sur le paradoxe de dire qu'on n'a jamais eu autant accès et aussi facilement
à l'alimentation et peut-être paradoxalement, finalement, on n'a jamais été aussi distant de notre alimentation. Distant d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Bon, on parlait justement de filière à l'instant. Distant évidemment géographiquement, puisqu'on produit de plus en plus loin, soit les villes s'étalent et donc repoussent les terres agricoles, soit évidemment, effectivement, on importe des produits lointains, ce qui peut être tout à fait souhaitable. Et puis surtout, peut-être en distance d'un point de vue cognitif, de savoir et de connaissance. Elle est là, mais finalement assez invisibilisée. C'est-à-dire que tous les métiers de transformation, tous les grands marchés ben voilà, on parle de Rungis ou qui étaient en cœur de ville. Moi, j'ai pas connu évidemment les halles à Paris, au cœur de Paris, mais si vous regardez les photos de Douaneau, c'est absolument fascinant de voir ce que ça représentait, ces 12 pavillons Baltard au cœur de Paris. Imaginez tout le travail pour acheminer cette alimentation-là, pour la faire repartir. Donc visuellement, on la voyait, on la sentait. Moi, j'habite dans le quartier des Beaux-Arts. Il a été rebaptisé quartier des Beaux-Arts. C'était le quartier des abattoirs. Pareil, j'ai pas connu les abattoirs là, mais j'imagine ce que ça devait être les abattoirs là aux portes de Montpellier. Les animaux qui venaient, qu'on devait entendre se faire abattre, qu'on devait sentir. J'imagine il y avait le sang dans les égouts. On avait un rapport physique, charnel, sensoriel à l'alimentation qu'on a un peu perdu. Et de fait, c'est ce que, à travers notamment des jardins partagés, un certain nombre d'initiatives, de remettre un petit peu l'alimentation dans la ville. Ça peut être symbolique, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est, comme l'a souligné Marie, c'est pas l'agriculture urbaine qui va nourrir les Montpelliérains, mais il y a un rôle symbolique de retrouver ce lien un petit peu perdu au fil des temps, au fil d'une industrialisation de notre agriculture. Et effectivement, c'est une question fondamentale et surtout, encore une fois, dans une situation de fragmentation de la société où on sait que les écarts de richesse se creusent de plus en plus et on sait aujourd'hui, il y a une étude assez récente du CREDOC, qui est un institut qui recense un petit peu, qui étudie les modes de consommation des Français, et il est écrit que 52% des Français aujourd'hui ne mangent pas ce qu'ils souhaiteraient manger. C'est-à-dire que des gens qui souhaiteraient manger des produits plus sains, a priori, n'en ont pas les moyens, pécuniaires, n'en ont pas les moyens financiers. Donc clairement, oui, ça pose un véritable problème d'accès à une alimentation saine, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors il y a beaucoup d'initiatives, il faut quand même le souligner, qui sont prises, mais ça reste effectivement un enjeu majeur aujourd'hui, c'est comment rendre accessible au plus grand nombre une alimentation de qualité. Les propos de Jean Jouzel et Damien Conaré recentrent le débat sur les principaux leviers permettant de réaliser nos engagements pour la planète. Agir sur l'énergie impacte notre système alimentaire et réciproquement. Leur proposition de placer la sobriété au cœur de nos actions doit nous inspirer. Le Zoom. Lors du forum Le Monde Nouveau, Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle, s'est exprimé sur le fonctionnement des mers et océans et également sur la biodiversité marine. Pour bien comprendre les impacts sur notre quotidien, Bruno David dresse un rapide état des lieux chiffré de l'écosystème marin, si important pour l'équilibre de notre planète. On dit souvent l'océan c'est 70% de la surface de la planète. Je rappelle quand même c'est 96% du volume biosphérique, c'est-à-dire du volume offert à la vie sur Terre. Parce que nous sommes sur les continents sont certes un petit peu cabossés, mais la vie elle est globalement sur une surface. Les oiseaux montent pas si haut que ça en l'air. Dans l'océan, c'est tout le volume de l'océan qui est offert à la vie, et donc c'est 96% du volume offert à la vie. Ça veut dire aussi que ce qui se passe très loin en profondeur, ça a aussi de l'importance, qu'il faut en tenir compte, même si globalement la vie a tendance à décroître, il y en a de moins en moins quand on descend, et notamment quand il n'y a plus de pénétration de la lumière. Deux choses, Éric Tabarly disait, la mer c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils sont à la plage, en gros, et on voit que la surface, quand on se retourne. Et puis, il y a 4 personnes qui sont descendues au-delà de 10 000 mètres de profondeur, il y a 12 êtres humains qui sont allés sur la Lune. Et donc, on connaît moins le fond de l'océan qu'on ne connaît la surface de la planète Mars. Ça veut dire qu'on est devant un abîme, sans jeu de mots, d'inconnu. Et que même en 35 ans, les connaissances ont certes progressé, sans doute, mais pas suffisamment. On est devant quelque chose qui est très étrange, et plus on va s'enfoncer dans les profondeurs de l'océan, plus ça va devenir bizarre, et plus on va aller devant des découvertes absolument extraordinaires. Le changement climatique épuise la biodiversité marine. Selon Bruno David, cela résulte de différents facteurs. Quant aux facteurs de pression que vous évoquez, on retrouve les mêmes 2 facteurs de pression en mer que sur les continents. Le changement climatique, Catherine en a assez largement parlé, avec ses impacts, hausse de température, dilatation, acidification relative des océans. On a bien sûr la pollution,
la surexploitation des ressources, et puis, de manière un peu moindre dans l'océan, parce que c'est quand même très vaste, l'utilisation des espaces qu'on a sur les continents, avec les routes, les maisons, les villes, les choses comme ça. On est quand même globalement moins présent sur les océans. Et le problème, c'est que tous ces facteurs interagissent les uns avec les autres. C'est pas seulement un empilement de facteurs, il y a également des interactions entre ces facteurs, ce qui fait que ça pèse beaucoup. À propos de l'épuisement de la biodiversité marine, quelles solutions, quels impacts sur nos déplacements, notre production et notre consommation? Bruno David nous explique comment le Muséum national d'histoire naturelle se saisit de cette question. La seule solution, c'est la sobriété quand même. Donc après, il faut savoir, est-ce qu'on préfère avoir une centrale nucléaire, une centrale à charbon, une centrale au gaz, un parc d'éoliennes, mais à partir du moment où on consomme de l'électricité, et j'ai peur qu'on aille vers de plus en plus de consommation d'électricité, par exemple avec des voitures électriques, qu'il va falloir quand même nourrir en électricité, si on ne va pas vers de la sobriété, on n'aura pas de solution satisfaisante. On aura chaque fois des solutions de compromis. Et les solutions de compromis, il faut les accepter. Et bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut socialement. Mais il faut, à ce moment-là, sinon, collectivement, dire on a besoin de beaucoup moins d'électricité. Donc, plus de téléphone portable, plus de réseau Internet, plus de Netflix, plus de conférences à Montpellier. On éteint l'amphi et on se dit au revoir et on éclaire les bougies. Bien sûr, au muséum, on est en première ligne pour essayer de sensibiliser le public à un certain nombre d'enjeux. Maintenant, le grand public, je veux dire, à un match de foot de Montpellier, je pense qu'il y a une équipe de foot à Montpellier, il y a beaucoup plus de monde qu'il y a de monde aujourd'hui dans la salle. Donc, le grand public, nous ne sommes pas encore le grand public. Tous les gens qui sont sensibilisés au sujet de la biodiversité ne sont pas encore le grand public. Il y a beaucoup de travail à faire pour justement avancer là-dedans. C'est une des missions du muséum. Et je crois qu'une erreur à faire, ça serait d'être trop anxiogène aussi. Parce que c'est très décourageant et que finalement, on a essayé de réfléchir à ça et les gens s'y intéressent pas. Et on a fait récemment une exposition sur l'océan et j'ai donné comme consigne aux équipes qui préparaient cette exposition, on met pas de dauphins, on met pas de requins et on ne fait pas peur. On fait pas peur au sens c'est une catastrophe, l'océan va mal, etc. La ligne qui a été prise, c'est de montrer la beauté des choses, c'est de montrer la beauté de l'océan, c'est de montrer la beauté de la vie qu'on peut trouver dans l'océan à toutes les échelles. Et l'objectif, c'était vraiment de ce que j'ai appelé faire un vaccin contre l'indifférence, c'est-à-dire à travers la beauté, à travers l'émotion qu'on pouvait susciter, tout en instruisant bien sûr le public, tout en lui montrant des choses scientifiquement très construites, c'est de sensibiliser finalement le public à travers une émotion qu'il pouvait avoir face à cette beauté de la vie de l'océan, de manière à ce que quand il sorte de l'exposition, il soit plus réceptif aux messages qu'il pouvait entendre sur les médias, dans les journaux, à différents endroits. Donc, utilisons la beauté des choses, utilisons la beauté du monde naturel, pour sensibiliser nos concitoyens, pour leur dire à quel point cette nature qui nous entoure, dont nous faisons partie, est importante, à quel point elle est belle, à quel point elle est nécessaire. Et à partir de là, peut-être qu'on arrivera à avancer, à convaincre le plus grand monde, et donc à ce que le grand public, ça soit aussi les gens qui soient sensibles à la biodiversité et à la vie sur Terre. Ainsi se termine notre édition spéciale de l'économie autrement. Toutes nos émissions sont disponibles et peuvent être réécoutées sur notre application radio KPMG, téléchargeable sur l'App Store ou dans Google Play. Nous vous donnons rendez-vous le 20 décembre prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. À bientôt sur nos ondes. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.